Et retour sur le plateau de 24 heures en Alsace, on va parler de ce grand almanach avec notre invité Jacques Fortier. Comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Alors on va rappeler d'abord qu'un almanach c'est avant tout un calendrier avec plein de petites choses, des infos, des fêtes religieuses, éphémérides, calendrier. Et c'est surtout une très ancienne tradition. Les almanachs, j'aurais guère imaginé travailler un jour pour un almanach, mais c'est une des plus vieilles formes d'imprimé qu'on a diffusé, parce qu'effectivement c'est un calendrier, mais un calendrier enrichi. Un calendrier où on a ajouté petit à petit les cours des produits agricoles, les cycles de la Lune, des conseils pratiques, des fêtes religieuses ou des symboles de genre. Et petit à petit, génération après génération, c'est devenu aussi une façon de présenter une région, une communauté, un groupe humain. Vous avez par exemple en Alsace la cohabitation, plusieurs almanachs religieux, le Saint-Joseph, le Saint-Odile, plutôt catholique l'un et l'autre, l'almanach évangélique luthérien, dont je n'ai pas besoin de dire qu'il est protestant. Vous y trouvez toute la tradition des messagers boiteux, qui puisent déjà dans le XVIIe et le XVIIIe siècle. C'est déjà pas de mon époque, je te rassure, Mathieu. Le premier messager boiteux est né à Bâle, ça. Et ensuite ils ont essaimé dans toute la plaine du Rhin. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de copyright. Alors moi j'ai fait beaucoup de plaisir. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Il y a l'Alsace et son passé glorieux. Alors évidemment, on a été les rois du pétrole à un moment donné. On peut quand même il faut le rappeler. Voilà, ce sont ces images qui sont extraites de votre livre. Il y a évidemment ces trésors patrimoniaux, ces recettes gourmandes, ces légendes. Et à propos de légendes, Victor Hugo aurait été conçu. Voilà, on imagine les parents 9 mois avant, au col du Donon. Voilà, c'est un article que j'étais content de faire parce que c'était aussi rendre hommage à un vieil ami décédé aujourd'hui, le linguiste Charles Muller, qui est mort à 104 ans passés, et qui avait dans un petit livre fait pièce de cette légende qui voudrait que Victor Hugo ait été conçu au Donon, et qui a été reprise. Vous lisez Alain Decaux, vous lisez Castelot, ils le disent, et en fait c'est un canular. C'est un canular qui a été monté par le patron des musées de Strasbourg à l'époque et le patron du musée Victor Hugo. Il y a une plaque là-haut qui dit qu'il a été conçu là. Au départ, il y a un petit argument de texte un peu faible qui est une lettre de Papa Hugo. Vous savez, Léopold, mon père, ce héros au sourire si doux, où Léopold dit conçu sur un des sommets des Vosges, etc. à son fils, qui lui a jamais répondu, qui n'en croyait pas un mot, qui savait que son papa était un vantard, qui savait que les dates collaient pas. Et donc, en fait, c'est un canular, mais canular qui n'a jamais été vraiment démonté, sinon par Charles Muller. Donc, j'étais content dans la blague de pouvoir lui rendre hommage. C'est un des articles, alors, il y a nos ancêtres les Gaulois ou les Romains, eh ben non, nos ancêtres, c'est les Tribocs. Pour nous, c'est les Tribocs. Ceux qui viennent à Brumath savent que la médiathèque de Brumath s'appelle les Tribocs. C'est le nom d'une tribu gauloise dont on a longtemps discuté pour savoir si elle était plutôt celte ou plutôt germanique. Vous imaginez bien qu'à certaines époques, l'enjeu n'était pas seulement historique, il était aussi politique. Mais en tout cas, les Tribocs sont des ancêtres d'un grand nombre de Barinois. Alors je me suis beaucoup amusé quand je suis arrivé vers le 14 février, la fête des amoureux, etc., avec cette anecdote ou cette page d'histoire que vous nous rappelez de Félix Faure, président de la République, qui meurt évidemment dans les bras de sa maîtresse. Alors ça fait un petit peu désordre. Et dans l'article que vous écrivez, Clémenceau, qui n'aimait pas du tout Félix Faure, prononcera « Lui qui voulait être César, il n'aura été que Pompée ». Alors ne sous-titrons pas cette petite phrase. Clémenceau avait beaucoup d'esprit, mais Clémenceau avait aussi de nombreuses conquêtes féminines, dit-on. En l'occurrence, alors ce papier n'est pas de moi, car cet almanach est conçu avec un tronc commun, qui est un tronc commun national, puisqu'il y a une vingtaine de petits cousins qui existent dans d'autres régions historiques de France, le Berry, l'Anjou, etc., et l'Alsace pour nous. Et moi, j'ai fait les 50 papiers alsaciens que vous avez trouvés dans cette version. Carte blanche dans ce cas-là, où on pioche dans votre longue carrière de journaliste, ou justement on prend plaisir à aller découvrir encore de nouvelles choses ? On prend plaisir à découvrir ou redécouvrir, parce que c'est un peu l'enjeu de l'almanach, c'est de se dire, il y a des estivants qui vont l'acheter, des estivants ou des gens qui viennent en hiver, peu importe la saison, mais des touristes en tout cas, qui vont l'acheter pour avoir un souvenir d'une région qu'ils ont découverte, appréciée, aimée, et qui veulent donc avoir un certain nombre de renseignements historiques, patrimoniaux, architecturaux, d'art de vivre, de culture, dans un almanach comme celui-là. Et puis, il y a des Alsaciens, bien entendu, qui sont contents qu'on remette un peu dans l'ordre des choses dont ils ne connaissent que des fragments. Je veux dire que même faire un petit article présenter en 2 feuillets le paysage des vins d'Alsace, les cépages, les grands crus, ça nous fait un petit mémo, etc. Ça fait un mémo pratique que les gens sont contents de trouver dans un almanach, qui est quand même quelque chose qu'on reprend au fil de l'année. En tout cas, c'était l'argument d'origine, et ça reste un argument qui porte, puisque le marché de l'almanach est encore, vous l'avez dit, très vivant. Exactement. Allez, 30 secondes sur Saint-Exupéry. On sait qu'il a été en Alsace, même au Polygone. Voilà, il a été en Alsace. Il a passé les 3 premiers mois de son service national en Alsace, donc j'y rends aussi hommage dans l'almanach. C'est ici qu'il a appris à voler. C'est ici qu'il a fait son premier vol solo, c'était le 9 juillet 1921 au Polygone. Il paraît que l'atterrissage n'était pas génial, qu'il y a eu un petit retour de flamme. Enfin, ça a été raconté en tout cas par le pilote qui lui a appris à conduire, à Ebi.
Mais effectivement, la présence de Saint-Ex à Strasbourg pendant 3 mois est quelque chose que beaucoup d'Alsaciens, beaucoup de Strasbourgeois même ignorent. Ils peuvent aller contrôler en tout cas la plaque qui est rue du 22 novembre, où il a loué une chambre pendant ces 3 mois. La plaque rend bien hommage à la présence du jeune Antoine, qui avait une vingtaine d'années à l'époque. Et qu'on retrouve aussi dans certains de vos romans. Exactement. Voilà, le grand almanach de l'Alsace 2020. Franchement, c'est passionnant, c'est très bien. Merci beaucoup Jacques Fortier. Merci à vous.